Tout d'abord, je vais revenir sur les circonstances avant mon départ. Ensuite, je ferai une comparaison entre l'enquête pour viol sur mon enfant et les moyens déployés contre moi. Et je terminerai par des propositions de solutions pour tous ces dysfonctionnements qui se répètent dans toutes les affaires. En 2011, ma fille Camille, alors âgée de 5 ans, me fait des révélations d'agression sexuelle. Puis quelques jours plus tard, elle décrit des actes criminels répétés et réguliers. Avec ses mots d'enfant, elle parle de viol par sodomie. Elle raconte que cela se produit plusieurs fois par semaine et déjà depuis plusieurs années. Encore sous le choc, je me rends à la police pour porter plainte. Ma fille est entendue à plusieurs reprises par un policier, puis par une psychologue. Elle explique et réexplique à plusieurs personnes, plusieurs fois les mêmes faits. Elle fait même des dessins très explicites. Sa parole est quasiment systématiquement remise en cause par le policier. Il lui suggérera, même à de nombreuses reprises, que c'est moi qui la manipule. Mais du haut de ses 5 ans, Camille, elle persiste. Il lui posera des questions pièges, des questions même accusatrices. Lorsqu'elle dit être fatiguée, il lui posera encore 22 questions. À ce moment-là, elle ne raconte plus, elle se défend. Le policier se mettra à rire devant Camille quand elle lui décrit ce qu'elle subit. Madame Majani, excusez-moi, juste je vous interromps. Vous pouvez nous donner une date? Oui, est-ce que c'est récent? En janvier 2011. 2011, voilà. Merci. Que dire lorsqu'il se permet d'inscrire sur le réquisitoire pour la psychologue, l'enfant ne parle pas d'attouchement ni d'agression sexuelle, alors que ma fille parle clairement de viols répétés et réguliers. Que dire de sa requalification en corruption de mineurs? L'enquête se résumera pour ma fille à avoir une psychologue et un gynécologue. Aucune enquête sur le mis en cause, ni saisie de ses supports numériques, et se termine par une petite audition durant laquelle il n'y aura aucune question sur les viols. L'enquête est classée en 3 jours par un simple coup de fil, avec cette obligation de rendre l'enfant dans l'heure. Au début, j'ai cru à un malentendu, à un dysfonctionnement local. Et je préviens que, compte tenu de ce qu'elle vient de me dire, je ne la rendrai pas. Alors, je monte aussitôt à Paris. Je me rapproche de l'unité spécialisée de l'hôpital. Et ils entendent ma fille lors de plusieurs rendez-vous. Ma fille parle encore et ils font un signalement. Mais comme le système est bien verrouillé, je n'obtiens bien évidemment aucun document. À mon retour, je suis interpellée à mon domicile, menottée, placée en garde à vue pour non-représentation d'enfants. Il s'agit de 2 fois une semaine de non-représentation d'enfants. Alors que ma fille dénonce des crimes répétés, c'est moi qui me retrouve derrière les barreaux, dans une cellule de garde à vue. C'est un véritable électrochoc. Pendant ma garde à vue, les forces de l'ordre se rendent à plusieurs reprises à mon domicile pour récupérer Camille. Mais grâce à Dieu, elle n'y était plus. Au sortir de la garde à vue, je suis placée sous contrôle judiciaire, avec obligation de rendre Camille le soir même à l'agresseur qu'elle désigne. Avec pour moi obligation de soins psychiatriques, voire hospitalisation si nécessaire. Et une convocation à comparaître 1 mois plus tard pour un jugement pour non-représentation d'enfants. Les règles sont posées et je comprends. Je comprends que le dysfonctionnement est encore plus sérieux que je ne le pensais. Je comprends que le seul moyen pour continuer de protéger ma fille est de partir. Je me pose alors 2 questions simples. Est-ce que je vais pouvoir continuer à vivre normalement, allant au travail, tout en sachant ce qui se passe pour Camille? Est-ce que je vais pouvoir faire ce simple geste de la donner à l'agresseur qu'elle désigne? La réponse est non, claire, limpide, évidente. Je prends donc la décision de partir, persuadée qu'en 6 mois, la situation serait réglée et que le danger serait reconnu. Ce sera pour 11 ans. 1 mois après mon départ, à cette audience, je serai effectivement condamnée à 1 an ferme pour non-représentation d'enfants, ce qui est la peine maximale.
pour 2 fois une semaine de non-représentation d'enfants. En quelques heures, j'ai tout quitté, ma carrière d'ingénieur en aéronautique, officier militaire, ma famille, mes amis, ma maison avec jardin, vue sur la Méditerranée dans un beau quartier, cette location que je venais d'aménager dans laquelle je venais d'y faire 3 mois de travaux. J'avais une vie réglée, stable, une position sociale, une carrière professionnelle toute tracée, un confort de vie, un bel environnement, un salaire confortable. Et j'ai été contrainte de tout abandonner en quelques heures, de fuir mon propre pays. J'ai dû fuir un pays qui non seulement ne croit pas les enfants, ne les protège pas, mais leur impose par décision judiciaire de vivre avec l'agresseur qui désigne et de continuer à vivre un véritable enfer. J'ai dû fuir la France car elle ne donne pas la possibilité aux mères de protéger leurs enfants autrement. La France ne donne pas de place aux mères qui refusent que ces viols continuent. Elle nous pousse dans nos retranchements les plus extrêmes. Nous sommes criminalisés, condamnés, traqués. J'ai dû tout quitter, vivre caché, simplement pour que les viols sur ma fille s'arrêtent. Car c'est simplement cela que demandent les enfants. Que ça s'arrête. Pendant 11 longues années, j'ai vécu avec la peur au ventre. La peur que les horreurs recommencent pour ma fille. Une vie de stress, une survie, à chercher des solutions encore et encore. Comme vous pouvez l'imaginer, à l'heure du numérique, fuir est très compliqué. N'importe qui peut vous reconnaître, vous dénoncer. Vous ne fuyez plus un seul agresseur. Vous fuyez les forces de l'ordre de tout un pays et même de plusieurs pays. Les migrants et les réfugiés politiques ont plus de droits que nous. Pour nous, il n'y a aucun refuge, aucun lieu sûr. La Convention de la Haye nous verrouille tout déplacement, tout pays, toute solution. Chaque jour, nous risquons que notre enfant retourne chez son agresseur. Alors on avance jour après jour. Et on se dit, c'est un jour de moins, un jour où il n'y aura pas de viol. Même un criminel qui risque moins que nous, alors qu'il risque simplement pour sa propre liberté, nous risquons des viols perpétués sur nos enfants. Alors est-il normal qu'une mère soit contrainte de fuir la France pour protéger son enfant? Est-il normal qu'une mère qui veut simplement mettre fin à ses crimes se retrouve avec des mandats d'arrêt affichés dans tous les commissariats comme une grande délinquante, condamnée, emprisonnée? Est-il normal qu'une mère doive se cacher de toutes les forces de police nationales et internationales pour que les viols sur son enfant s'arrêtent? En France, forcer son enfant à subir les violences sexuelles est devenu une obligation. Le protéger est devenu une infraction. Aussi, je souhaiterais maintenant revenir sur le déploiement judiciaire exceptionnel contre moi. Pendant que j'étais en train de surmonter l'impossible, me traquer ne leur suffisait pas. Ils se sont acharnés sur ma famille avec une instruction qui a duré près de 5 ans, 15 ans de procédure. Elle a donné lieu à 2 mandats d'arrêt, 5 jours après mon départ, en l'espace de 15 jours. Une vingtaine d'interrogatoires, y compris de personnes que je n'ai jamais vues de ma vie. De multiples gardes à vue de tous les membres de ma famille. De nombreuses perquisitions, dont une perquisition simultanée dans 5 départements différents en même temps. Des contrôles judiciaires pendant plusieurs années de 2 membres de ma famille, avec des obligations de pointage hebdomadaire, des retraits de passeport pendant des années, des recherches internationales dans plusieurs pays, 12 années d'écoute téléphonique, l'ouverture de tous les courriers pendant 10 ans, la saisie d'une vingtaine d'ordinateurs et de téléphones, la diffusion de la photo de ma fille dans tous les commissariats, l'affichage de sa photo sur des panneaux publicitaires 4 mètres par 3 mètres, 5000 pages de dossiers soigneusement montés contre moi et ma famille par des policiers et des magistrats sans scrupules. 11 jugements en pénal, avec à chaque fois des peines maximum. 15 ans de procédure. Ma mère, 90 ans, et une autre personne de ma famille ont été condamnés pendant des années à de la prison ferme pour complicité. Le jugement a été cassé 3 fois en cours de cassation. Au final, en 2023, ma mère a été condamnée
à 60 000 € d'amende. Moi, j'ai été condamnée à 5 ans ferme pendant des années et en appel en 2023 à 2 ans et 9 mois ferme, contrainte de verser 78 000 € pour dommages et intérêts. Là, les moyens ont été considérables, que nous pouvons comparer aux 3 jours d'enquête pour ma plainte pour viol répété et régulier sur une enfant de 5 ans, où il n'y a eu, sur le mis en cause, ni garde à vue, ni perquisition, ni enquête sérieuse, ni saisie de téléphone ou d'ordinateur, ni contrôle judiciaire, ni examen psychologique ou psychiatrique, ni recherche sur le mis en cause, ni audition de l'entourage. Alors, est-ce une absence de preuves ou une absence de recherche de preuves? Comment une enquête pour viol sur une enfant de 5 ans peut-elle durer 3 jours? On observe sans difficulté un traitement inégal. Il y a bien ici 2 poids, 2 mesures. J'ai donc fait 2 ans de prison ferme. 2 ans de prison ferme parce que la France refuse de protéger nos enfants, nous oblige à les livrer à leurs bourreaux et condamne ceux qui les protègent. C'est donc face à tous ces dysfonctionnements répétés dans toutes les affaires que je vais terminer par 2 propositions de solutions. La première est une action urgente. Aujourd'hui, les enfants victimes de violences sexuelles sont placés par décision judiciaire chez la personne qu'ils désignent comme leur agresseur. Cette situation n'est plus acceptable. Elle impose une réponse législative, urgente, ferme et structurante. Ainsi, je propose une réécriture de l'ordonnance de protection provisoire votée à l'Assemblée nationale en janvier 2026, qui avait une intention louable, mais qui, dans les faits, n'aura de protection que le titre. Pourquoi cela? Parce qu'elle repose sur une notion de danger qui n'est pas précis. Quels sont les critères du danger? On ne sait pas. Et on laisse ainsi une large marge d'appréciation au procureur. Dans une situation comme la mienne ou d'autres, le procureur pourrait voir encore le danger venir de la mère qui manipulerait, et non de l'agresseur désigné par l'enfant. La protection doit être déclenchée dès les révélations des faits par l'enfant, comme cela est le cas déjà dans plusieurs pays et comme cela est prévu dans les textes internationaux. La protection doit s'imposer même en l'absence de poursuite ou condamnation pénale envers l'agresseur ou de l'existence d'un classement sans suite. La protection inclut que l'enfant doit rester chez son parent protecteur prioritairement à tout placement. Et dans la rédaction actuelle de ce texte, le procureur statuerait sur une décision aussi grave qu'un placement en 72 heures sans l'intervention d'un juge indépendant. Le procureur n'est pas une autorité indépendante au sens des principes constitutionnels, ni un magistrat spécialisé du droit de la famille ni de l'enfance. Même dans les situations d'urgence, le droit au contradictoire, au procès équitable et au droit à la vie de famille doit être respecté. Cela introduit une rupture, car dans les autres ordonnances similaires, ordonnances de protection en matière de violence conjugale ou ordonnances de placement, c'est le juge qui statue et non le procureur. Ce texte est nécessaire, central et urgent, mais j'attire votre attention que toutes les rédactions n'aboutiront pas forcément à une protection réelle des enfants. Le contenu ne doit pas conduire à accentuer le déséquilibre déjà existant. Aussi, je vous ai soumis une autre rédaction. Pour toutes les situations en cours, je propose la mise en place de décrets d'application pour recenser tous les enfants qui ont dénoncé des violences sexuelles et qui sont actuellement placés chez leur agresseur, pour que les juges aux affaires familiales statuent selon ce nouveau texte dans toutes les affaires en cours, et pour assurer aux mères en fuite et leurs enfants protection et non poursuite. Afin de n'oublier personne, nous allons faire ce recensement également de notre côté. Nous vous demandons de porter ce texte en urgence avec nous devant l'Assemblée nationale, ainsi que ses décrets d'application. Ma deuxième proposition de solution est une loi intégrale pour les violences sexuelles faites aux enfants. Pourquoi une loi intégrale?
Vous avez pu constater tout au long des auditions les nombreux dysfonctionnements dans toutes les affaires et à tous les niveaux d'intervention. Si nous n'imposons pas le changement par des lois plus contraignantes, la situation actuelle ne changera pas. Je crois que le temps des interprétations individuelles ou des théories non validées est maintenant révolu. Il est temps de faire évoluer notre législation pour qu'elle soit plus précise, plus impérative. La loi serait basée sur les propositions que je vous ai transmises, qui regroupent 80 propositions et reprend 20 recommandations de la Civise. Elle aurait pour vocation à être enrichie et améliorée grâce aux contributions des associations de victimes et de professionnels. Elle propose notamment un cadre pour structurer l'intervention des professionnels, comme c'est le cas dans la plupart des domaines comme la santé, l'industrie ou les finances, avec des protocoles actés, détaillés, scientifiquement validés pour les différents intervenants, des mécanismes d'audit et de certification, des labels pour valoriser les pratiques les plus innovantes et des textes législatifs qui encadrent l'ensemble. Ainsi, cette loi intégrale pour les violences sexuelles faites aux enfants s'appuierait sur les propositions contenues dans le document que je vous ai transmis, qui intègre, je vous l'ai déjà dit, ces dysfonctionnements ne laissent plus d'alternative. Aussi, je vous propose de nous aider à porter ce projet devant l'Assemblée nationale dans ce changement législatif indispensable pour protéger réellement les enfants, en plus de l'action urgente de mise en sécurité de tous les enfants. Je vous remercie de votre attention.